l'enregistrement et je vais réouvrir aussi, vous partager à nouveau le fichier qu'on vient de parler, mais je vais maintenant ouvrir un autre onglet qui est l'onglet traitement fiscal. Alors, parmi les caractéristiques des placements, les placements peuvent avoir aussi des caractéristiques qui ont une incidence sur la fiscalité, sur l'impôt qu'on a à payer. Alors donc, est-ce que, sans que ça compte sur le bulletin, est-ce que vous pouvez me dire, pour ces placements-là, quel est le traitement fiscal qu'on va subir pour l'épargne non enregistrée? Comment l'épargne non enregistrée est traitée sur le plan fiscal? Mais ça ne compte pas sur le bulletin, là. Ben, la même façon que n'importe quel placement, sauf les CELI, bien entendu, là, qui sont les RIR et les CELI sont épargnés de l'impôt. Mais c'est pour ça que tu as raison de dire que c'est des placements non enregistrés. Eux autres, par exemple, ce que je vois affiché là s'applique. C'est ça. Le CELI non imposable, hein, parce que c'est le compte d'épargne libre d'impôt. Ouais. CELI non imposable. Le REER, lui, est imposable comme revenu à partir du moment où tu le décaisses. Oui, c'est de l'impôt transféré. C'est ça. Montant des retraits imposables. Voilà. Et l'épargne non enregistrée, bien ça, c'est imposable. C'est imposable. Les revenus des épargnes non enregistrées, c'est imposable. Alors, le rendement annuel est imposable dans l'année où on fait le rendement. Oui, c'est ça. Le rendement annuel. Alors, c'est important de connaître un peu la différence parce que dans le cas de l'épargne non enregistrée, on va payer de l'impôt sur le rendement à chaque année. Si on le détient 20 ans, on va en payer 20 ans. Tandis que le REER, si on le détient 20 ans, on ne paiera pas d'impôt pendant 20 ans, mais lorsqu'on va le décaisser, là, on va payer de l'impôt sur le montant décaissé. Oui. Et non pas sur le rendement. Et non pas sur le rendement. J'ai un commentaire à faire. Oui. Pour le REER, ce n'est pas seulement le montant des retraits qui est imposable. Le montant des dépôts est non imposé, est retiré d'impôt. Il est imposable finalement, mais à l'inverse. Là. Je veux dire, quand on contribue au REER, on a le droit à abaisser notre impôt par opposition au CELI. Oui. Ah, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est de l'impôt différé. Les retraits sont imposables. C'est de l'impôt différé. Oui, mais il faut dire que le montant des dépôts et des retraits sont imposables dans le REER. Dans le REER, le montant des dépôts donne droit à une déduction. Oui, c'est ça, mais c'est d'impôt. Alors, il faudrait que je rajoute une ligne ici. Les dépôts donnent droit à une déduction. En fait, oui, c'est ça. Oups. Oui, les dépôts donnent droit à une déduction, et tandis que les retraits, eux, sont imposables. Le montant des retraits est imposable. Je vais corriger ça là, dans la version que je vais redéposer. OK, maintenant, concernant les types de revenus. Alors donc, les produits financiers peuvent donner comme revenu soit des intérêts, soit des dividendes de sources étrangères, soit des dividendes de sources canadiennes, soit du gain ou une perte en capital. Et l'impôt n'est pas le même selon les types de revenus. Alors, pour ce qui est de l'intérêt, lorsqu'on a un produit financier qui génère de l'intérêt, le montant est imposable, l'intérêt est imposable à 100 %. Les dividendes de sources étrangères, par exemple, si j'ai une action de Microsoft, Microsoft est une compagnie étrangère, à ce moment-là, si j'ai des dividendes de Microsoft, ben, je ne paie, ou Philips, par exemple, qui est une compagnie néerlandaise, ben, je n'aurai pas de droit à un crédit d'impôt lorsque je vais toucher des dividendes. Je vais payer donc comme de l'intérêt. Ça va être imposable à 100 %. Excuse-moi, Bernard, est-ce que ça serait possible que tu déplaces l'écran, en tout cas le fichier, pour qu'on voit le début? Parce que là, non, de l'autre côté. Parce que là, on perd la colonne A complètement. Ah oui? En tout cas, moi, je n'ai pas du tout la colonne A. Ça commence aux 2/3 de la colonne B. Là. Puis plus ça va, moins je vois de quoi. Bon. Ah, là, je le vois mieux. Oups, OK. Est-ce que tu vois la colonne A? Non, là, je vois à partir de la colonne C en montant. Bon, désolé, je ne peux pas faire grand-chose de plus que ça. Tu l'avais fait?
tout à l'heure? Ça avait fonctionné? Ouais. Là, je vais tenter autre chose. Je vais tenter autre chose. OK. Vas-y. Oups, là. C'est bon? Ben oui. Ben là, en tout cas, j'ai tout. J'ai ABC. OK, c'est bon. Merci. OK. Alors donc, les dividendes de source canadienne donnent droit à un crédit d'impôt. Et il y a deux sortes d'entreprises canadiennes de dividendes. Les dividendes déterminés et non déterminés. Les dividendes déterminés vont donner droit à un crédit d'impôt qui correspond au montant des dividendes multiplié par 138 multiplié par 15 Et s'il s'agit de dividendes non déterminés, eh bien, le montant des dividendes est multiplié par 115 multiplié par 9 Alors, c'est ça, ça va nous donner droit à un crédit d'impôt, finalement. Qu'est-ce qui fait que les dividendes sont classés déterminés et non déterminés? Ça, je n'ai pas fouillé cet aspect-là. Il nous arrive dans nos feuillets T4 et compagnie, là, déjà comme étant des dividendes déterminés ou non déterminés. C'est la première fois que je vois ce classement-là, mais c'est intéressant. Ensuite, pour ce qui est des gains en capital, ils sont déductibles à 50 et les pertes en capital sont déductibles d'impôt si applicables contre un gain en capital. Alors, il y a comme une condition pour avoir droit à une déduction d'impôt. Est-ce que je peux mettre un commentaire? Oui. Les pertes en capital sont déductibles à 50 aussi. Là. Si le gain est déductible à 50 c'est le même taux qui s'applique sur les pertes. Là. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ne peuvent s'appliquer contre un gain en capital 3 ans auparavant ou dans le futur. OK. Donc, il faudrait rajouter aussi la perte en capital en déductible d'impôt, mais à 50 du montant. Oui. Puis, il n'est pas si applicable, mais plutôt applicable seulement contre un gain de capital 3 ans auparavant ou dans le futur. Là. Parce qu'il n'y a pas de si en réalité. Si tu ne peux pas le prendre cette année, tu vas le prendre, tu vas le remettre pour l'an passé ou tu peux le mettre pour les 5 années prochaines. Là. Je ne sais pas si. Oui, mais en fait, c'est qu'il faut que tu aies déjà eu un gain en capital au cours des dernières années. Dans les 3 ans. Où tu encaisses ta perte et tu la conserves pour la déduire dans une future déclaration d'impôt. Oui. Ouais. Alors, au lieu du si, je dirais seulement applicable contre un gain en capital. OK. 3 ans à l'arrière. Je ne mettrais même pas ça. Je mettrais déductible d'impôt contre un gain en capital à 50 Bingo. Oui. Contre un gain en capital. J'enlèverais applicable. OK. Alors, simplement, là, déductible d'impôt. Contre un gain. 50 C'est ça. Contre un gain en capital à 50 Voilà. OK. Parfait, c'est bon. Nice et concis. Ouais, j'aurais une question. Là, je ne suis pas sûre de vous avoir suivi par rapport au gain en capital. Là, on a dit qu'il était imposable à 50 puis après ça, il y a quelqu'un qui a parlé qui était déductible à 50 C'est la perte en capital. C'est comme pas clair, là, parce que, tu sais, moi, ce que j'en sais, là, dans mes petites connaissances, c'est que le gain en capital, oui, OK, il est imposable à 50 là. Si tu fais un gain de 100 $, ben, tu es imposable sur 50 $. Mais la perte en capital, elle, c'est ça. Ça aussi, je l'ai compris que elle pouvait être déductible d'impôt en autant que tu aies un gain en capital. Puis là, ce que je comprends, c'est que la déduction est à 50 tu peux déduire à 50 comme le gain. C'est comme le gain. En fonction d'un montant finalement équivalent en gain en capital que tu aurais fait dans les années passées. Là. Non. Non? Non. C'est pas clair. C'est que tu mets en banque tes gains en capital au cours des années, tu les déclares. Hein? Ou dans l'année où tu fais le rapport d'impôt, tu as des pertes. Ben, ces pertes-là vont venir affecter ton gain en capital général. L'année en cours ou 3 ans ou 5 ans, je pense 3 ans ou 5 ans avant ou après. 3 ans en arrière. 3 ans d'arrière. Ou dans le futur. Ça peut être tant que tu veux dans le futur. Ça peut être 5-10 ans dans le futur. Là. Est-ce que c'est compris? En fait, moi, ce que je comprends, là, c'est déductible d'impôt si on a eu un gain en capital.
Oui. dans les 3 ans. Donc, c'est une condition. Oui, mais les pertes en capital s'accumulent. Hein? On ne les perd pas. Non, mais il faut que tu aies eu un gain. Oui. Donc, dans les années futures. d'impôt si un gain en capital dans les 3 ans avant. Non. Non? Non. Si tu as le gain cette année, tu n'as pas de problème, là. Mais si tu ne peux pas l'utiliser, ta perte de capital, parce que tu n'as pas assez de gain en capital pour le manger, là, tu peux reculer 3 ans en arrière. C'est ton choix. C'est toi qui décides. Ou tu peux le garder pour le futur. Voilà. OK. Bien dit. Mais le gain en capital, lui, il est imposable à 50 point. Il n'y a pas d'autre chose que tu fais avec ça, là. Dans le sens que si tu n'as pas eu de perte, ben là, tu ne peux pas déduire un impôt là, sur ton gain en capital. Là. Mais si tu n'as pas, c'est ça. Si tu as uniquement des gains en capital, à ce moment-là, le montant du gain est imposable à 50 pour l'année l'année, en tout cas, où tu déclares ton gain. Mais ton gain, est-ce que tu es obligé de le déclarer l'année où tu l'as reçu? Ou? Oui. Ah oui? OK, d'accord. Est-ce que je peux vous lire quelque chose? C'est juste 3-4 lignes. Vas-y. Bon. Le gain ou la perte en capital représente généralement la différence entre le produit de la vente, déduction faite des dépenses et le coût du bien. Je pense que tout le monde comprend ça. Le gain en capital imposable représente 50 de ce gain, alors que 50 de la perte représente la perte en capital déductible. Une telle perte ne peut être déduite que des gains en capital imposable. Toute perte en capital non déduite dans une année peut être reportée et déduite des gains en capital imposable de l'une ou l'autre des 3 années antérieures ou de toute année subséquente. Ah, parfait, c'est clair. Jean, est-ce que le texte que tu viens de nous lire a une référence? Non. Okay. C'est Raymond Chabot de Thornton. Ben, est-ce que tu pourrais nous donner la référence? Éventuellement, me l'acheminer par courriel, je la rajouterai dans le fichier. Je vais te donner le lien encore parce que les autres, c'est une interprétation qu'ils font, mais ils sont bons. C'est des comptables. Oui, parfait. Moi, je vais la rajouter. J'ai une section référence. Je vais la rajouter ici. J'ai une référence sur les gains en capital et les pertes en capital. Commentaire. Il y a un guide sur Internet sur la fiscalité de films comptables très, très, très populaires que vous pouvez obtenir sur Internet. Justement, tu référais à ça, mon ami Jean. Oui. Puis toutes ces définitions-là sont là. Puis tous les détails concernant l'impôt sont là aussi. C'est un guide fiscal que j'utilise pour me rafraîchir de temps en temps le coco. Dans la section référence du fichier que je vous ai présenté à la fin, il y a des hyperliens. J'ai cliqué sur l'hyperlien perte en capital. Ça nous conduit au site du gouvernement du Canada où on a l'explication concernant la perte en capital, comment se servir d'une perte en capital, etc. Alors donc, on a aussi de l'information qui est déjà donnée en référence. Oui, c'est bon. Bernard, j'ai un autre commentaire. Oui. Je pense qu'au niveau des dividendes de sources canadiennes, c'est pas complet tout à fait. En ce sens que les revenus de dividendes, il faut les majorer. On est imposé sur un montant majoré. Oui. Oui, c'est ça. Quand je parle de 138 c'est la majoration. Oui, mais là, tu me parles de déduction. Donne droit à un crédit d'impôt. C'est pas juste le crédit, c'est aussi le montant d'imposition qui est majoré. Oui, c'est ça. Dans ma formule, c'est marqué montant multiplié par 138 ça représente le montant majoré. OK. Oui, mais c'est parce que ce que je comprends, moi, de l'intervention de Jean, c'est que si tu regardes, c'est écrit dividende de source canadienne. Dans la colonne B, c'est marqué donne droit à un crédit d'impôt. Oui. Alors que c'est plutôt le taux d'imposition. C'est plutôt le taux d'imposition. Tu sais, ton montant de dividende, il va être multiplié par 138 parce qu'il est majoré. Puis multiplié par 15 qui est probablement... Qui est le crédit d'impôt. 15 c'est le crédit d'impôt. OK. C'est la formule de calcul, là, elle est inscrite dans la colonne C. OK, c'est ça. OK, ça marche. Ça fait que le montant qui est imposé, c'est le montant majoré, mais sur ce montant-là, tu as un crédit d'impôt de 15 Voilà. OK.
C'est bon. Alors donc, on a terminé cette section-ci. Je vais terminer le partage et je vais cesser